Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour introduire aux côtés de Pierre C. Et de Carmen de Lavalloire le colloque d'aujourd'hui sur le thème du réseau. Et travailler en réseau, voilà bien une compétence fondamentale pour accompagner les personnes en situation de handicap et particulièrement en cette période de gestion de crise sanitaire pendant laquelle, vous le savez pour l'avoir déjà vécu au printemps, nous avons plus encore que dans un quotidien habituel besoin les uns des autres, besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Je voudrais donc démarrer cette intervention par de chaleureux remerciements à tous les établissements, à tous les aidants qui sont intervenus déjà pendant la première phase, qui restent présents aux côtés des personnes en situation de handicap, et puis à l'attention des organisateurs de cette journée, le CEPSI, et à travers eux, pour tous les centres de ressources franciliens, le CRFTC, le CRAIF, le CRMH, qui ont été à nos côtés. Et pendant toute la période de gestion de crise, en tout cas sur cette première vague, ils ont été pour l'agence, avec l'appui fondamental de notre CREAI Île-de-France, plus que des relais, mais de véritables adjuvants. Et notamment pour que nous puissions adapter les recommandations nationales, nos recommandations régionales, aux particularités des publics que ces centres de ressources appuient. Je pense évidemment à l'action du CEPSI dans le cadre de la rédaction de nos guides sur le confinement et le déconfinement, mais plus particulièrement aussi sur le soutien qu'il apporte au quotidien aux personnes, aux aidants et aux ESMS en recherche d'orientation, d'écoute, de conseils dans le champ de la santé mentale. Cette action est essentielle et plus encore aujourd'hui. Pour l'Agence régionale de santé, le travail en réseau se rapporte intimement à l'action de transformation globale de l'offre médico-sociale en Île-de-France que nous ne pouvons porter qu'ensemble. Les institutionnels, les ESMS, les centres de ressources, les professionnels, les familles, les aidants, les personnes elles-mêmes, en mettant en avant leur désir d'autonomie, de changement de l'accompagnement qui leur est proposé. Je voudrais plus particulièrement axer mon intervention sur cette mobilisation collective qui nous anime tous et sur le sens de cette transformation que nous accompagnons. Les ambitions portées par le gouvernement et par l'agence sont tournées vers l'autonomie et l'inclusion d'une manière très résolue. Passer de la prise en charge du handicap à l'accompagnement d'un projet de vie, c'est vraiment le défi que nous nous sommes donnés. Cette approche, elle remet en question le modèle traditionnel que nous avons nous-mêmes mis en œuvre et elle nous conduit à inventer un nouveau modèle, plus inclusif et tout au long de la vie de la personne, pendant sa scolarisation, pour son emploi, pour son logement. Ce sont tous ces aspects-là que nous remettons en chantier. Ça vaut en Île-de-France une mobilisation et un engagement qu'on n'avait pas connu préalablement. La région souffre, vous le savez tous et vous le vivez tous, d'un taux d'équipement qui est très en retard par rapport à la moyenne régionale. Très loin, malheureusement, de tous les besoins qui sont identifiés de part et d'autre par les MDPH, par les établissements eux-mêmes et avant tout par les personnes et par leurs aidants. Ce déficit d'offres, il est corroboré par tous les diagnostics territoriaux que nous avons pu réaliser, et notamment ces 2 dernières années, sur les handicaps rares et le polyhandicap. Mais ça vaut également dans toute la préparation du plan de prévention des départs en Belgique pour les populations en situation de handicap psychique et également pour les populations autistes. Il nous faut donc répondre à un double défi dans la région, celui du développement de l'offre pour augmenter massivement le nombre de personnes accompagnées en répondant prioritairement aux situations les plus complexes, et puis celui d'enclencher cette démarche de transformation de l'offre vers une logique d'accompagnement, d'inclusion et de projet de vie. Ce double défi, nous le poursuivons dans la région avec vous et en nous appuyant sur vous, sur tous les acteurs, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous. Car vous voyez bien que les uns sans les autres, on n'arrivera pas à remplir ces objectifs que nous nous fixons. Dans le cadre du PRS2, notre directeur général a pris l'engagement de mettre 100 millions d'euros sur le développement de l'offre pour les personnes en situation de handicap. Cette mobilisation, elle s'est traduite en grande partie à travers l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons conduit en 2018 pour le développement de l'offre en adoptant une approche innovante, inclusive, de meilleures réponses aux situations les plus complexes.
Elle se traduit également par une forte mobilisation du Fonds d'intervention régional qui est venu appuyer un grand nombre de projets d'inclusion. L'emploi accompagné, l'habitat inclusif, les projets autour de la scolarisation également. Et puis, on a également des projets qui sollicitent des crédits qui sont de l'offre de soins, et notamment par des fongibilités qui se sont opérées, voire qui s'opéreront encore, entre le secteur sanitaire et le médico-social, à chaque fois que c'est adapté, que cela correspond aux besoins des personnes. Sur l'habitat inclusif, peut-être c'est un point important à relever. Nous avons financé en avance de phase et dès 2018 8 dispositifs en Île-de-France dans le champ du handicap. En 2020, nous en avons 18 que nous finançons. Sur l'emploi accompagné, nous avons mobilisé 5,5 millions d'euros pour développer 18 dispositifs d'emploi accompagné avec nos partenaires que sont la DIRECT, la GFIP et le FIP. Si je me concentre un peu plus sur l'appel à manifestation qui nous a fortement mobilisés en 2018 et jusqu'en 2019, il nous a permis de répondre à une partie, en tout cas, du chemin que nous avions identifié comme à parcourir pour le développement de l'offre. Répondre à notre déficit d'offres en Île-de-France, c'est créer 10 000 solutions nouvelles. L'engagement de notre directeur général était de faire, dans le cadre du PRS2, au moins la moitié du chemin, créer 5 000 solutions nouvelles. Avec l'appel à manifestation d'intérêt, nous avons pu développer, retenir en tout cas presque 4 000 solutions nouvelles. Et à travers ces solutions, nous avons pu développer quelques modèles qui nous semblent intéressants et sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Ils portent en effet les 3 thématiques sur lesquelles nous investissons beaucoup: l'inclusion, l'amélioration des parcours des personnes, notamment pour les situations les plus complexes, et l'accès aux soins. Parmi les exemples que je voudrais partager avec vous, il y a l'expérimentation de solutions hors les murs. En amont de la construction des locaux de la masse de Jouy-le-Moutier, dans le Val d'Oise, l'équipe de la Fondation John Bolst a choisi d'intervenir de manière anticipée auprès des personnes qu'elle pourrait accueillir par la suite en internat. Et pour cela, elle a expérimenté un mode d'accompagnement dit hors les murs sous la forme d'un accueil de jour. Après 1 an, 2 tiers des familles concernées ont souhaité que cet accueil hors les murs puisse être pérennisé et préfèrent à un accompagnement institutionnel. Ce postulat, il est vraiment très particulier, je trouve, et nous, il nous interpelle à l'agence. Ça fait partie des solutions qu'on a choisi de retenir. Il n'y a rien d'intuitif à ce que des familles dont l'enfant, le jeune adulte, a une orientation en maison d'accueil spécialisée préfèrent cet accompagnement hors les murs, donc orienté sur le domicile avec un service d'appui fort. Et ça a pourtant été le cas dans cette expérimentation. Ça fait partie des modèles qui nous intéressent et de ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Apporter une dimension de soins en appui de solutions d'habitat accompagné. Ça également, ça nous intéresse. Nous avons nos formules d'habitat inclusif. Pour beaucoup, vous les connaissez bien dans les acteurs qui ont été cités par Pierre Sier tout à l'heure. Un certain nombre d'entre eux collaborent, qui à l'emploi accompagné, qui à l'habitat inclusif en Île-de-France. Ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y avait d'autres formes que celle de ce forfait d'habitat inclusif, notamment avec des résidences accueil ou des logements autonomes des personnes en situation de handicap, mais pour lesquels on avait besoin de constituer un appui différent et notamment d'apporter le soin au domicile de ces personnes. Donc, dans le cadre de l'AMI, on a valorisé et retenu un projet qui est porté par l'association Simon Sirène et qui s'est engagé sur un projet de médicalisation d'un foyer de vie inclusif et par l'extension de ce foyer de vie sous la forme d'un SAMSA et d'un SPASAD qui intervient au bénéfice de solutions d'habitat accompagné, demain sur Paris, mais dès aujourd'hui sur le Val-de-Marne. Nous avons également retenu comme modèle et comme projet des projets de transformation de solutions institutionnelles en solutions inclusives.
Ça a été le cas en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. 2 établissements publics médico-sociaux, le PMS de Lourdes et le PMS de Champs-Poix, ont choisi de développer chacun une plateforme inclusive qui propose des solutions adaptées aux situations individuelles. L'objectif est de permettre la mise en place de toutes les modalités d'accompagnement et d'accueil participant à l'inclusion sociale, scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents qui sont accueillis dans cet établissement. Donc là, on est vraiment sur l'organisation du parcours, on est vraiment sur un travail en réseau, sur des animations qui sont croisées et un positionnement des professionnels différent de celui qu'il était précédemment pour apporter un service également très différent aux enfants, permettant vraiment de s'adapter sur leurs projets, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de moduler l'accompagnement qui leur est proposé. Donc, vous voyez que des modèles très différents, finalement, concourent à répondre aux transformations que nous avons à mener. Ces modèles, nous avons décidé de les expertiser à travers une mission d'évaluation des solutions innovantes qui ont été retenues dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. À ce titre, la masse hors les murs de John Bost a bénéficié déjà d'une analyse qui a été réalisée par les équipes de l'agence, dont les équipes de l'inspection, et toutes les solutions pour lesquelles nous identifions qu'elles apportent un aspect innovant seront suivies d'un peu plus près par nos équipes, non pas pour inspecter à proprement parler, mais pour vraiment pouvoir définir la particularité, la valeur ajoutée de ces solutions et pouvoir les partager au plus grand nombre pour inciter les établissements à avoir cette même réflexion de transformation de leur activité au bénéfice du parcours des personnes en situation de handicap et de l'inclusion. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le corollaire de l'inclusion est également l'accueil plus important des situations les plus complexes. Nous avons donc également dans les résultats de cet appel à manifestation d'intérêt un nombre encore important de solutions en établissement. Et demain, dans le cadre du plan de prévention des départs en Belgique, nous en développerons encore davantage. Un exemple peut-être et même deux. L'opération portée par l'ASM 13 consiste notamment à transformer 27 lits d'un foyer de post-cure en une masse handicap psychique, disposant de 23 places d'internat et de 4 places de semi-internat. De même, l'association L'Élan Retrouvé a choisi de transformer 3 lits d'hôpital de jour en solution d'accueil d'urgence pour les situations complexes adossées à un institut médico-éducatif. Et de son côté, l'UGCAM a opté pour transformer des lits de SSR en maisons d'accueil spécialisées pour les personnes en situation de handicap neurologique. Mais nous développons aussi des outils complémentaires pour faciliter la recherche de solutions pour les personnes et pour les familles qui en sont les plus dépourvues. Et dans cette logique, nous appuyons évidemment le dispositif d'orientation permanent qui est mis en place par les MDPH et par les acteurs de toute la réponse accompagnée. À ce titre, nous avons développé les pôles de compétences et de prestations externalisées, mais également les dispositifs intégrés handicap, qui sont une spécificité francilienne et une innovation. Nous avons déployé 16 pôles de compétences et de prestations externalisées qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Ce que ces PCPE apportent, ce sont pour les personnes en situation complexe et leurs familles, des interventions directes, variées par des professionnels du PCPE ou par des libéraux qui ont conventionné avec le PCPE. C'est vraiment une solution d'attente, mais qu'on espère la plus qualitative et la plus complète possible en attendant la solution cible qui est attendue par les personnes et par leurs familles. Les dispositifs intégrés handicap, pour leur part, sont déployés à cette fin d'année 2020 dans presque la quasi-totalité des départements franciliens. Seul le Val-de-Marne doit encore lancer une mise en concurrence et vous comprendrez que dans le contexte actuel, si ce n'est les mises en concurrence qui étaient déjà lancées entre les deux vagues de l'épidémie, on s'abstient de mobiliser les ESMS en la matière. Mais ce que ces DIH apportent, quant à eux, c'est d'une part une animation de l'ensemble des acteurs médico-sociaux, sanitaires et de droit commun d'un territoire pour les associer à la transformation de l'offre et d'autre part, pour apporter un accès direct pour les personnes et leurs familles à une aide au parcours
pour les situations les plus complexes. Quand ces dispositifs ont été lancés, la réponse accompagnée pour tous n'existait pas encore. Elle était à peine dans le rapport de Denis Piveteau qui devait encore être en train de s'écrire. Aujourd'hui, la réponse accompagnée existe partout, elle est développée dans l'ensemble des territoires et pourtant, l'offre de ces dispositifs intégrés handicap n'est pas redondante, mais bien au contraire, elle est consubstantielle de l'action de la MDPH. C'est pour cela que nous avons fait le choix, toujours concerté, différent selon les territoires, mais à chaque fois que possible, de déployer ces dispositifs prioritairement en les appuyant sur les maisons départementales des personnes handicapées. C'est le modèle que Paris, que les Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val d'Oise ont choisi de mettre en œuvre. Plus récente encore, les communautés 360, créées comme des communautés 360 Covid en 2020, sont venues compléter ce paysage. Et elles pourraient nous permettre progressivement de répondre à un double objectif. Celui de simplifier encore le parcours des personnes handicapées par une clé entrée unique, avoir un numéro de téléphone national qui renvoie vers des acteurs locaux. Cela me semble particulièrement précieux quand on sait le chemin du combattant que c'est de se repérer dans notre univers médico-social et dans les orientations pour les personnes en situation de handicap. Et puis également de contribuer à amplifier les réponses de proximité avec la mobilisation des gestionnaires médico-sociaux présents sur le bassin de vie de la personne, mais également tous les acteurs de droit commun, tous les acteurs du sanitaire. Et vous voyez que là encore, et sur tous ces objectifs de transformation de l'offre que l'on suit, le travail en réseau est sous-jacent. Rien ne se fait tout seul, tout dépend d'une animation, de la participation de chacun à cette animation pour répondre, et à chaque fois le plus localement possible, aux besoins des personnes que l'on identifie. Au 2 novembre, au 3, le déploiement des communautés 360 Covid est complet en Île-de-France. Il est complet, mais il s'agit toujours de communautés de 360 Covid, avec un champ d'action qui est un peu restreint par rapport à celui qui est prévu pour 2021, de ces communautés de proximité qui sont attendues partout en France. Aujourd'hui, les communautés 360 vont répondre aux besoins des personnes qui les sollicitent, mais particulièrement sur les questions de répit, d'accès aux soins. Ce sont les thématiques prioritaires sur lesquelles on a identifié leur action. Demain, ça pourra être beaucoup plus large. Troisième point sur lequel nous avançons également, l'accès aux soins. Le programme d'action en ce qui concerne cet accès aux soins a été défini pour répondre aux besoins prioritaires des personnes handicapées et notamment l'accès aux soins primaires, tels que l'accès à la médecine générale, les soins bucco-dentaires, les soins gynécologiques pour les femmes. Des priorités bien identifiées par le national également et notamment par les rapports, celui de Denis Piveteau que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi celui de Pascal Jacob et les recommandations de la Haute Autorité de Santé. À ce titre, nous avons pris l'engagement de déployer à minima 4 nouvelles consultations en soins somatiques et à maxima une consultation en soins somatiques par département. En juin 2019, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt et il nous a permis de retenir 2 nouvelles consultations, une qui est portée par la Pitié-Salpêtrière et une autre par l'Institut Le Val-Mandé et qui viennent compléter les actions qui étaient déjà mises en œuvre. Je pense notamment à la consultation en soins somatiques du 93 ou à celle des Tempes dans l'Essonne. Par ailleurs, dans une dynamique d'aller vers des interventions de sages-femmes en établissements médico-sociaux pour assurer un suivi gynécologique des femmes en situation de handicap tout au long de leur vie a été pensée. Elles effectuent des actions de prévention et des actions de soins, des actions d'information des femmes en situation de handicap et des professionnels sur la vie affective et sexuelle et sur la violence faite aux femmes. À terme, ce sont les pratiques professionnelles des sages-femmes qui sont en jeu avec la généralisation souhaitée de l'intervention de ces sages-femmes auprès de femmes en situation de handicap pour assurer un suivi tout au long de la vie en lien avec les autres ressources en soins gynécologiques du territoire et notamment les médecins.
Enfin, dans le champ de la santé bucco-dentaire, plusieurs projets sont déployés, des projets de télédentisterie pour des actions de prévention et de dépistage à viser des personnes en situation de handicap. Et puis d'autre part, la formation d'ici 2022 d'un référent bucco-dentaire dans chaque établissement médico-social handicap francilien. Dans le champ du polyhandicap, est également déployé un projet de télémédecine et un projet de téléexpertise en lien avec des neuropédiatres. Cette plateforme a pour objectif de proposer, mettre en place et assurer le suivi de projets de télémédecine pour les personnes polyhandicapées, enfants et adultes, sur la base d'un état des lieux de leurs besoins. Alors, avant de vous laisser travailler ensemble dans la suite de ce colloque, je voulais clore mon intervention par deux axes de développement que nous travaillerons plus particulièrement encore en 2021. J'ai évoqué le plan de prévention des départs en Belgique. Ce plan de prévention, il devra nous permettre une mobilisation très large des gestionnaires au bénéfice d'une offre que nous souhaitons, comme dans l'AMI de 2018, propice à répondre à la fois à des situations très complexes, mais aussi à développer une approche inclusive. C'est pourquoi une partie de nos ressources seront mises au bénéfice de solutions d'habitat accompagné, avec le développement d'une offre de services adaptée. Je vous rappelle le projet Simon de Sirène, non pas comme seule solution. Alve, par exemple, pourra peut-être témoigner dans la journée d'autres solutions qui sont mises en œuvre et qui relèvent de l'habitat accompagné, ou d'autres acteurs qui sont présents dans le cadre de ce colloque, mais qui nécessitent bien un service médicalisé en appui de ces solutions d'habitat. Très certainement, nous corrélerons à cette mise en concurrence le développement de nouveaux groupes d'entraide mutuelle et également de nouvelles solutions d'habitat inclusif pour que cette mobilisation soit complète et apporte un panel varié sur ce qui peut constituer à ce jour, avec les leviers qui sont les nôtres, des solutions d'inclusion et d'habitat inclusif ou accompagné pour les personnes en situation de handicap. Et puis enfin, c'est un projet qui va nous animer beaucoup dans les prochains mois. J'espère en tout cas qu'on aura la force de pouvoir l'accompagner avec la puissance qu'il mérite. C'est de développer un plan de formation et un plan d'appui au bénéfice des gestionnaires de SMS franciliens. En effet, nous sommes convaincus que cette logique de travail partenarial, que cette logique de travail en réseau ne suffit pas en Île-de-France et qu'elle a besoin d'être appuyée, toujours appuyée pour que la transformation soit plus aisée pour l'ensemble des gestionnaires. Aussi, avec le CEAPSI, le CREAI Île-de-France, les autres centres de ressources franciliens et les OPCO, nous souhaitons porter une offre d'appui aux ESMS qui seront formés sur la manière d'accompagner le projet de vie des personnes en situation de handicap dans une logique inclusive, mieux répondre aux situations complexes et aux troubles du comportement. Cette offre, je vous le disais à demi-mot, elle reste vraiment à construire. Mais nous avons mis les crédits de côté pour pouvoir accompagner les ESMS et nous sommes collectivement convaincus que pour consolider et faciliter ce travail en réseau, l'offre de formation et l'offre d'appui pour accompagner le changement des pratiques sont des leviers extrêmement importants. Nous tâcherons de les mettre en œuvre de la manière la plus qualitative et aussi la plus rapide possible en 2021 pour répondre à ces besoins. Je vous souhaite à tous un excellent colloque. Bravo d'avoir réussi à maintenir ce temps d'échange et très belle journée à tous. Merci.